Bienvenue. Le grand mystère qui nous entoure, c'est euh, c'est de comprendre comment nos sociétés, nos cultures, nos idées changent de manière ordonnée alors que personne n'est vraiment aux commandes. Il n'y a pas de grand architecte. Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans le livre d'Emmanuel Adler, World Ordering, qui propose une grille de lecture fascinante pour ça. Et si tout ça, c'était une forme d'évolution? Et dès qu'on prononce ce mot, évolution, appliquée à la société, des alarmes se déclenchent. On pense tout de suite au darwinisme social. Ah oui, la survie du plus apte. Voilà, cette idée terrible du 19e siècle qui justifiait les inégalités. Donc il faut être très clair, d'entrée de jeu, ce n'est absolument pas de ça qu'il s'agit. L'approche d'Adler est infiniment plus subtile. Elle cherche à comprendre le mécanisme du changement, pas à le juger. Je vois. Donc il faut tout de suite mettre de côté cette image un peu effrayante pour comprendre où Adler veut en venir. Notre mission, si on l'accepte, c'est de piger comment ce modèle de l'évolution peut s'appliquer à des choses aussi immatérielles que les idées ou les normes sociales. On va décortiquer les deux moteurs de ce processus qui sont au cœur de la source, la variation préative et la rétention sélective. Autrement dit, d'où vient la nouveauté et qu'est-ce qui fait que certaines idées prennent et d'autres? Finissent aux oubliettes. C'est exactement ça. On va voir que c'est une boîte à outils intellectuelle incroyablement puissante. Bon, pour que tout le monde soit sur la même page, un petit détour par la biologie s'impose, non? La vision classique, c'est celle de Darwin. Oui. En gros, il y a deux temps. D'abord le hasard, puis la nécessité. Oui, le meilleur exemple est toujours celui de la girafe. Pour Darwin, c'est simple. Dans une population de girafes, il y a des variations. Certaines naissent, par pur hasard génétique, avec un cou un tout petit peu plus long. D'accord. Si, dans leur environnement, il y a de la nourriture en hauteur, ce trait devient un avantage. Ces girafes mangent mieux, vivent plus longtemps, ont plus de petits et transmettent ce gène du long cou. C'est l'environnement qui trie, qui sélectionne passivement parmi les variations qui existent. C'est un processus aveugle. Mais il n'était pas seul. La source évoque une autre théorie, celle de Lamarck, qui a souvent été un peu tournée en ridicule. Et pourtant, pour ce qui nous intéresse, elle est peut-être plus parlante. Pour Lamarck, le processus est inversé. La girafe, par son effort pour atteindre les feuilles hautes, allonge son cou au cours de sa vie. Ah oui, Et ce trait acquis par l'effort serait ensuite transmis à sa descendance. En biologie, on sait maintenant que ça ne marche pas comme ça. mes sessions à la salle de sport ne rendront pas mes enfants plus musclés. Exactement. Mais si on y pense, cette idée d'un trait acquis et transmis, ça ressemble beaucoup à la façon dont la culture et le savoir se propagent, non? On apprend quelque chose, on l'améliore et on l'enseigne à la génération suivante. Ah, c'est une analogie intéressante, hein. Mais ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'on a le droit d'appliquer un concept biologique, comme l'évolution, à des idées ou à des sociétés? Est-ce qu'il y a une règle qui justifie ce grand écart? C'est une question cruciale et c'est le cœur de l'argument d'Adler. La réponse est oui, grâce à ce que le psychologue Donald T. Campbell a appelé la règle de Campbell. La règle de Campbell. C'est une idée très forte. L'évolution biologique darwinienne n'est qu'un cas particulier d'un modèle beaucoup plus général qui s'applique à tout système qui apprend et s'adapte. Ça nous donne le feu vert pour parler d'évolution des idées sans tomber dans le réductionnisme biologique. D'accord. Donc, ce n'est pas une simple métaphore. C'est un mécanisme fondamental qui se répète à différents niveaux. Mais j'imagine que l'évolution d'une idée, ce n'est pas la même chose que l'évolution d'une girafe. Quelles sont les grandes différences? Elles sont énormes. D'abord, la vitesse. L'évolution socioculturelle est fulgurante comparée à la lenteur de l'évolution biologique. Pensez au smartphone. Voilà. Ensuite, l'évolution culturelle permet des emprunts entre lignées. Une idée de l'informatique peut révolutionner la finance, qui peut influencer la politique. C'est comme si une girafe pouvait décider d'emprunter les ailes d'un oiseau. D'accord, je vois. Et enfin, la différence la plus importante, la variation n'est pas totalement aveugle. L'intentionnalité, la créativité, le jugement humain y jouent un rôle. On ne crée pas de nouvelles théories au hasard. On essaye de résoudre des problèmes spécifiques. Ok, le cadre est posé. Maintenant, plongeons dans le moteur. D'où vient cette variation créative dans une société? Si on est tous plus ou moins formatés par notre éducation, notre culture, comment la nouveauté peut-elle émerger? La source nous oriente vers les philosophes pragmatistes américains, et notamment John Dewey. Pour lui, la clé, c'est le concept d'habitude. Les habitudes. Mais il faut faire attention, hein. Ce n'est pas juste la routine du café le matin. Pour Dewey, les habitudes sont notre système d'exploitation de base.
Ce sont nos dispositions à penser, à ressentir, à agir d'une certaine manière. Elles structurent notre monde, le rendent prévisible, elles sont le moteur de la stabilité. Mais si nos habitudes sont si puissantes et si stables, ça rend l'émergence de la nouveauté encore plus mystérieuse. Si on fonctionne sur pilote automatique, comment est-ce qu'on invente quoi que ce soit? C'est là que ça devient génial. Pour Dewey, les habitudes ne sont pas rigides. Quand on fait face à un problème inédit, une situation où nos vieilles habitudes ne fonctionnent plus, on est forcé d'innover. La créativité naît de la friction entre nos habitudes et un monde qui change. Hmm, Et un autre penseur, George Herbert Mead, a superbement décrit comment ça se passe à l'intérieur même de notre conscience, avec sa distinction entre le je et le moi. le je et le moi. Ça sonne un peu abstrait. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est plus simple qu'il n'est paraît. Le moi, c'est en quelque sorte la voix de la société dans notre tête. C'est l'ensemble des règles, des normes, des attentes des autres qu'on a intériorisées depuis l'enfance. C'est le petit arbitre intérieur qui nous dit comment nous comporter en public pour être acceptés. C'est la part conformiste de nous. Exactement. Le moi, c'est la part de nous qui est prévisible. D'accord. Le moi, c'est mon censeur interne en gros. Et le je alors? Le je, c'est l'étincelle. C'est la réponse spontanée, imprévisible, créative à la situation présente. Le moi dit « voilà comment on est censé réagir ». Le je répond « oui, mais moi voilà ce que je fais maintenant ». Ce je est la source première de toute variation sociale. C'est l'équivalent d'une mutation génétique, mais à l'échelle d'une pensée ou d'une action. Donc chaque conversation, chaque interaction sociale est un mini-laboratoire. C'est ça. Un jeu peut proposer une nouvelle façon de voir ou de faire, créant une micro-variation qui peut ou non être adoptée par d'autres. C'est fou de se dire que chaque discussion est potentiellement un petit moteur de l'évolution sociale. Mais pour l'instant, ça reste au niveau de l'individu. Est-ce qu'on a un domaine concret, un laboratoire où on peut voir ce processus de variation et de sélection d'idées à grande échelle? Absolument. La science elle-même. C'est le meilleur exemple. Plusieurs penseurs, comme Karl Popper ou Thomas Kuhn, ont analysé la science non pas comme une quête de la vérité absolue, mais comme un processus évolutif. Ah oui, Popper, par exemple, parlait de conjectures et réfutations. Pour lui, la science avance par essai et erreur. Des scientifiques proposent des théories audacieuses, des conjectures, et toute la communauté s'acharne ensuite à essayer de les démolir, de les réfuter. C'est un peu une arène de gladiateurs pour les idées. La dernière qui reste debout gagne. Jusqu'au prochain combat. C'est une excellente image. Une théorie survit non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est la plus apte à résoudre les problèmes de son époque, et qu'elle a résisté à toutes les tentatives de destruction. Mais votre remarque sur les gladiateurs soulève un point. Cette vision de Popper est un peu idéaliste, non? Dans la réalité, les scientifiques sont humains. Ils s'accrochent à leurs idées, ils ont des carrières à défendre. Absolument. Le changement n'est pas si rationnel que ça. Exactement. Comment un changement majeur peut-il se produire si tout le monde campe sur ses positions? Et c'est là que l'analyse de Thomas Kuhn devient éclairante. Pour lui, la science fonctionne la plupart du temps à l'intérieur d'un paradigme. Un paradigme. C'est bien plus qu'une théorie, c'est une vision du monde partagée par une communauté scientifique. Les questions qu'on juge légitimes, les méthodes pour y répondre, les exemples types. C'est une grande habitude de pensée collective. Et donc, une révolution scientifique, c'est quand cette grande habitude collective se brise. Précisément. Avec le temps, des anomalies s'accumulent. Des expériences qui ne donnent pas les résultats attendus, des observations qui ne cadrent pas. Au début, on les ignore, on les met sous le tapis. Mhm. Mais quand il y en a trop, une crise éclate. Une nouvelle génération de scientifiques, souvent plus jeunes, propose alors un paradigme radicalement différent qui explique à la fois les anciennes données et les nouvelles anomalies. Si cette nouvelle vision du monde est sélectionnée par la communauté, l'ancien paradigme est abandonné. La physique de Newton n'était pas fausse. Non, elle était juste moins apte que celle d'Einstein à expliquer certains phénomènes. Ce que ça nous dit, c'est que même nos vérités scientifiques les plus solides sont les survivantes actuelles d'une bataille d'idées, pas des vérités éternelles. Cette idée d'idées qui se battent pour survivre et se propager, ça me fait furieusement penser à un concept beaucoup plus moderne. Les mèmes. C'est bien de ça dont on parle. On s'en approche. Le biologiste Richard Dawkins a proposé le mème comme l'équivalent culturel du gène, une unité d'information culturelle qui se réplique en passant d'un cerveau à l'autre par imitation. Un air de musique, une mode, un slogan. Ou une image amusante sur Internet, voilà. L'analogie est géniale parce qu'elle est très intuitive.
On voit bien comment les mèmes se répandent, mutent et comment certains deviennent viraux tandis que d'autres meurent. Mais la source semble dire que l'analogie a ses limites. Oui, elles sont importantes. D'abord, c'est quoi l'unité exacte d'un mème? Si on prend la cinquième symphonie de Beethoven, le mème, ce sont les 4 premières notes célèbres, le premier mouvement ou l'œuvre entière. C'est flou. D'accord. Mais le plus gros problème, c'est la fidélité de la copie. La réplication d'un gène est quasi parfaite. L'imitation humaine, jamais. Si je vous décris le mème du Distracted Boyfriend, vous n'allez pas le recréer mentalement au pixel près. Non, je vais saisir l'idée, le concept. Exactement. Et peut-être l'adapter. La transmission culturelle est toujours une réinterprétation. C'est moins une copie qu'une traduction, ce qui la rend beaucoup plus créative et plus bordélique que l'évolution génétique. D'accord, donc on a des variations qui naissent au niveau de l'individu, des processus de sélection qui se jouent dans des communautés comme la science, mais comment tout ça s'agrège pour former quelque chose d'aussi massif et complexe qu'un ordre social, un ordre mondial même? Comment passe-t-on de la micro-discussion à la macrostructure? C'est là qu'Adler ajoute la dernière brique, celle qui lie tout le reste, la théorie de la complexité. Elle nous aide à comprendre comment l'ordre peut naître du désordre, sans chef d'orchestre. Le concept clé ici, c'est l'émergence. L'émergence, c'est l'idée que le tout est plus que la somme de ses parties. C'est exactement ça, mais de manière presque magique. Prenez une nuée d'oiseaux, des milliers d'étourneaux qui volent ensemble et créent ces formes incroyables, vivantes dans le ciel. Il n'y a pas d'oiseau leader qui crie des ordres. Chaque oiseau suit quelques règles très simples. Reste proche de tes voisins, ne leur rentre pas dedans, et vole dans la même direction générale. De ces interactions locales et simples émerge une structure globale, complexe et magnifique qu'aucun oiseau n'a planifiée. C'est une image très parlante. Donc, une norme sociale, ou même un marché économique, ça pourrait être comme une nuée d'oiseaux? C'est l'idée. Personne n'a décrété la plupart de nos règles de politesse. Elles ont émergé des milliards d'interactions quotidiennes entre les gens. Un marché financier est le résultat de millions de décisions d'achat et de vente individuelles qui créent un prix global. Un ordre social est une structure émergente. Il n'est pas conçu, il apparaît. Ce qui voudrait dire que ces systèmes qui nous semblent si stables sont en fait le résultat d'un équilibre très dynamique. Mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent être fragiles, non? Parfois, tout semble basculer d'un coup? Vous mettez le doigt sur l'autre grand concept de la théorie de la complexité, le changement non linéaire ou l'effet papillon. Ah oui? C'est l'idée qu'une toute petite cause peut avoir des effets immenses et imprévisibles. Le système peut absorber des chocs pendant des années, semblant immuables, puis une toute petite perturbation le fait basculer dans un état complètement différent. La source cite la chute du mur de Berlin. C'est un exemple frappant. C'est l'exemple historique parfait. Le bloc de l'Est paraissait monolithique, éternel, et puis une série de petits événements, une déclaration mal formulée d'un officiel est-allemand, et en quelques heures, le système s'effondre. On le voit à plus petite échelle aussi. Bien sûr, pensez à une foule qui sort d'un concert. Au début, c'est le chaos. Puis, quelqu'un trouve une sortie, quelques personnes le suivent, ça crée un petit courant qui attire plus de monde, et en quelques instants, des flux organisés émergent de ce qu'était un désordre complet. C'est fascinant. C'est ce que le scientifique Ilya Prigogine, prix Nobel, appelait l'ordre par les fluctuations. Une grande instabilité n'est pas forcément synonyme de chaos final. Elle peut être la phase de transition douloureuse qui donne naissance à une nouvelle forme d'ordre, souvent plus complexe. Après ce tour d'horizon qui nous a mené de la girafe aux révolutions scientifiques et aux nuées d'oiseaux, quelle est la grande idée à emporter? Qu'est-ce que cette grille de lecture change dans notre façon de voir le monde? Je crois que l'apport fondamental est de nous faire abandonner l'idée que la stabilité et le changement sont des forces opposées. Ah, Ce sont les deux phases d'un même processus dynamique. Nos habitudes, nos institutions, nos paradigmes créent la stabilité nécessaire pour qu'on puisse fonctionner au quotidien. C'est la force de rétention. d'accord. Mais en même temps, la créativité humaine, les erreurs, les hasards, les fluctuations de l'environnement introduisent constamment de la variation. Le monde social sélectionne en permanence parmi ces nouveautés. Celles qui sont retenues deviennent les nouvelles habitudes, le nouvel ordre, jusqu'à la prochaine vague de variation. Donc, le changement n'est pas une panne dans le système, Le système. une vision beaucoup plus organique et vivante de la société. Et pour finir, la pensée qui nous laisse avec une question à méditer, qui prolonge la réflexion. Elle découle directement de tout ça. Si nos ordres sociaux sont comme des espèces, des entités complexes et historiques, dont l'évolution future est fondamentalement imprévisible,
Alors, à quoi bon faire des plans sur le long terme? Est-ce que toute tentative de planification est vouée à l'échec, rendue futile par la complexité du monde, ou Hmm. au contraire, est-ce que le fait de savoir que nous sommes, par nos pensées et nos actions, les agents mêmes qui injectent la variation créative dans le système, nous confère une responsabilité encore plus écrasante de réfléchir à la qualité, à l'éthique des nouvelles idées que nous proposons au monde?